Et puis alors, on a un mode de communication qui est via le nerf vague. Alors, le nerf vague, hein, c'est très... On connaît tous le nom parce qu'on connaît le malaise vagal, hein, quand il est hyper stimulé, par exemple. Et en fait, le nerf vague, c'est un nerf qui va du cerveau, qui descend le long des carotides, puis des poumons, puis l'estomac, l'intestin, et qui va avoir un impact sur justement le rythme cardiaque, la tension artérielle, et la vidange de l'estomac et la motricité de l'intestin. Et en fait, ce nerf vague, on sait qu'il va avoir un effet plutôt qui va agiter ou plutôt relaxer la motricité intestinale, ça c'est dans le sens cerveau-intestin. Mais par contre, on sait aussi que dans le sens intestin-cerveau, ce nerf vague, manifestement, a l'art de communiquer des infos à partir de certaines bactéries. Alors, on ne comprend pas encore tout, mais en tout cas, une expérience relativement récente, assez intéressante, a montré que si on sectionnait le nerf vague, par exemple, ce qu'on appelle une vagotomie, donc on coupe le nerf vague, et qu'on fait une transplantation du microbiote fécal à des souris, donc on leur met un microbiote qui va censé les rendre plus anxieuses. On prend un microbiote des souris anxieuses qu'on donne à des souris pas anxieuses, qui normalement devraient devenir plus anxieuses. Ça, c'est ce que j'expliquais au départ. Ouais. Mais maintenant, paf, on coupe le nerf vague chez ces souris à qui on instille le microbiote, eh bien, elles ne deviennent pas, en fait, c'est plus dépressif en l'occurrence dans l'étude, soit, eh bien, elles ne deviennent pas dépressives, comme prévu. Donc, on s'est dit que ça, alors, c'est incroyable. Ça veut dire que la transmission de ce nouveau microbiote ne s'est pas vraiment produite de l'intestin vers le cerveau parce qu'on a coupé le nerf vague, un moyen de communication. Donc ça, c'est aussi un élément qui montre que c'est un moyen de communication important. Et alors, il y a un dernier moyen de communication, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus, mais on a des cellules spécifiques dans l'intestin qu'on appelle les cellules entérochromaffines, enfin, soit ce sont des cellules spécialisées dans notre intestin, au niveau de la muqueuse intestinale. Et en fait, ces cellules vont elles-mêmes être stimulées par l'équilibre des bactéries dans l'intestin, et elles vont produire différentes substances. Et parmi ces substances, il y en a une, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait un peu trop complexe, mais parmi ces substances, il y en a une qu'on connaît très bien, c'est la GLP-1. Alors la GLP-1, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, ils connaissent certainement l'histoire, c'est le nom de la molécule, nom commercial de la molécule 1. Eh bien, vous avez le liraglutide et le sémaglutide qui, le nom commercial de ça, c'est le Saxenda, l'Ozempic, le Rybelsus, hein, qui sont ces médicaments qui justement ont un effet sur l'appétit et permettent de perdre du poids. Et accessoirement diminuer un peu la sensibilité à l'insuline, mais surtout une action sur l'appétit. Et donc, en fait, ces fameux médicaments groupe 1 qui sont tellement en vogue, d'ailleurs, que il y a une pénurie de production depuis quand même un certain temps, eh bien, sont vraiment, ce qu'on appelle des analogues de cette GLP-1 produite par l'intestin, qui est encore un bel exemple de communication entre l'intestin et le cerveau. Donc voilà, donc il y a beaucoup de communication, et puis ça va dans l'autre sens. Le cerveau communique avec l'intestin via le nerf vague, de nouveau. Le nerf vague peut moduler un certain nombre de choses au niveau intestinal, la motricité surtout, mais pas que. Et alors, on a aussi via les surrénales, via l'axe cerveau-surrénal et puis surrénal-intestin, on sait que le stress, via la production d'adrénaline et cortisol, peut avoir un impact sur justement la perméabilité intestinale et le mucus intestinal, et altérer ça. Il y a plusieurs choses. C'est sûr que dans l'apport calorique, il faut évidemment décompter les fibres. Et donc, en général, sauf si on a un microbiote qui est extracteur à partir de fibres, c'est autre chose. Mais en général, on va dire qu'il faut quand même plutôt décompter les fibres. Et justement, ces fibres vont ralentir la vitesse d'absorption du sucre, d'une part. Donc, ça va diminuer cet index glycémique ou cette charge glycémique. Et en plus de ça, ces fibres vont avoir un rôle important pour favoriser un microbiote bénéfique qui, lui, justement, va s'opposer au fait de la création d'un microbiote pro-inflammatoire qui favorise la résistance à cette insuline. Quand tu dis décompter les fibres, c'est parce que ces fibres, en fait, vont nourrir autre chose
vont nourrir les micro-organismes qui sont justement les bactéries du microbiote. Et donc, c'est pour ça qu'on les décompte parce qu'elles sont utilisées par autre chose. Exactement. Donc, normalement, sauf dans des cas particuliers de microbiote, elles ne sont pas absorbées, elles ne servent pas comme apport énergétique. Et elles vont par contre nourrir, comme tu dis, des bactéries. Et justement, des bonnes bactéries qui, elles, vont s'opposer à ce que des, entre guillemets, mauvaises bactéries prolifèrent. Mauvaises bactéries qui vont produire des toxines, qui vont favoriser la résistance à l'insuline. Et donc, le fait que chez des patients devenant résistants à l'insuline, eh bien, dans ces cas-là, manger des sucres à charge glycémique ou index glycémique rapide va encore être plus problématique, va encore plus grossir que quelqu'un qui n'est pas résistant à l'insuline en mangeant la même chose. Donc en gros, pour réillustrer un petit peu ce que tu viens d'expliquer, si tu prends une tranche de pain blanc ou tu prends une tranche de pain blanc avec des fibres dedans, de pain complet, sur ces 100 grammes-là, du pain complet, il n'y aura pas l'ensemble des calories qui vont être comptées comme absorbées, il y en aura moins. Absolument, voilà. Dans le microbiote, tout est un équilibre entre ce qu'on va appeler des bonnes bactéries, entre guillemets, donc qui sont des bactéries qui vont favoriser le fait qu'on ait une couche de mucus qui protège notre paroi et vont aussi favoriser, envoyer des infos à notre système immunitaire en disant tout va bien, on se calme, on ne va pas s'enflammer. Et puis, il y a d'autres bactéries qui, surtout si elles ont accès à la paroi intestinale, d'où le fameux équilibre entre les deux, eh bien, elles vont envoyer des messages à notre système immunitaire en disant qu'il faut s'enflammer. Et entre autres, dans l'inflammation en question, il y a des messagers de l'inflammation, qu'on appelle les cytokines, qui vont agir et qui vont favoriser un tas de choses. Et parmi ces choses-là, ils vont favoriser la résistance à l'insuline. Et donc, ça va faire que, une fois que... Donc, ça veut dire que, pour faire simple, le microbiote, dans son déséquilibre, a favorisé le fait de devenir résistant à l'insuline et donc a favorisé le fait que, quand on mange du sucre, eh bien, on grossit d'autant plus que quelqu'un qui n'est pas résistant à l'insuline. Et donc, ce qui augmente la résistance à l'insuline, c'est un cercle vicieux. Tout ça aussi, bon, ça c'est le sujet d'un des épisodes qu'on a déjà sorti, mais a vraiment énormément d'impact sur la santé mentale aussi. J'imagine qu'il y a aussi un cercle vicieux à ce niveau-là. Absolument, absolument. Donc, il y a tout ce fameux axe intestin-cerveau et il y a aussi axe intestin-appétit. Et d'ailleurs, il suffit de voir le médicament qui a le plus de succès maintenant pour faire maigrir les gens. Et d'ailleurs, il s'est en pénurie depuis des mois et des mois, qui est en fait un analogue de la GLP-1, donc qui est une molécule produite par certaines cellules de l'intestin et qui envoie un message au cerveau pour couper l'appétit, qui favorise aussi la sensibilité à l'insuline d'ailleurs. C'est pour ça que les deux combinés fait que c'est aussi intéressant chez le patient diabétique. Et donc, bref, c'est un bel exemple qui montre l'impact de ces molécules produites par l'intestin sur l'appétit, quoi. Et voilà. Et donc, il y a aussi ces phrases qui disent le sucre appelle le sucre ou le gras appelle le gras aussi. Voilà. Et donc, ce sont effectivement, tous ces circuits de réenforcement comportemental où finalement, on sait que certains aliments stimulent manifestement la production de certains neurotransmetteurs au niveau intestinal qui vont agir au niveau cérébral et qui vont stimuler des circuits de renforcement qui fait qu'on va avoir envie de remanger, etc. On le connaît d'ailleurs de façon extrême avec la prolifération excessive de champignons dans l'intestin, la candidose comme on dit vulgairement. Eh bien, on sait que quand on a des gens qui souffrent de cette prolifération excessive de candidats ont des appels de sucre extraordinaires. J'ai vu des patients comme ça, c'est dingue, quoi. Et ce sont des appels de sucre, mais qui sont au-delà de tout contrôle psychologique. C'est vraiment physique. Et c'est clairement le microbiote qui parle au cerveau, qui dit alors quand est-ce qu'on mange, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie. Ils avaient regardé des personnes on leur donnait à un groupe des boissons sucrées, l'autre groupe pas de boissons sucrées, et ils préféraient les boissons sucrées après un certain moment. Et puis ils ont fait des études, mais là du coup je pense que c'était sur des animaux, mais où ils avaient coupé la fonction gustative. Donc ils ne savaient pas goûter que c'était sucré.
et ils avaient une appétence pour la boisson sucrée sur la suite, alors qu'ils ne savaient pas goûter que c'était du sucre. Donc c'est vraiment du coup ce mécanisme-là qui a été illustré et démontré. Clair. Donc les sucres qui ont un index glycémique élevé en fait. Eh bien en réalité on a pris comme référence justement le pain blanc en fait est un élément de sucre de référence qui donne un index glycémique à une valeur élevée. De même que des sucres des sucres de type type saccharose, donc en fait qui est du sucre raffiné classique, qui est ce qu'on appelle le saccharose ou le sucrose, qui est en fait un disaccharide, donc qui contient une molécule de glucose et de fructose associées. Et contrairement à par exemple une tranche de pain complet ou alors dans la tranche de riz, voilà exactement. Et donc pâtes, ce sont les aliments qui ont l'index glycémique le plus élevé. Et puis alors on constate que par exemple si on arrive dans des aliments complets, eh bien on va descendre l'index glycémique et on a aussi eu quelques surprises. C'est par exemple l'histoire des amidons qui sont refroidis. On a l'exemple typique, c'est que si on prend des pâtes, par exemple, une salade de pâtes froides, ou encore plus de l'amidon des pommes de terre, par exemple, les pommes de terre froides, eh bien, l'index glycémique est plus bas. Parce qu'il y a, dans le processus, il y a une création de ce qu'on appelle des amidons résistants, qui sont des substances non absorbées qui diminuent l'index glycémique. Et, oui, excuse-moi, pour les pâtes. Mais les pâtes, là, on parle uniquement glucose, alors. Il n'y a pas... Amidon, on parle. Enfin, oui. Amidon égale toutes des molécules de glucose. C'est ça, mais donc il n'y a pas le fructose ou l'autre sucre dont tu parlais qui se trouve dans les aliments à indice glycémique plus élevé. Ils ont tous les deux un index glycémique élevé. Donc en fait, tu as l'amidon qui a un index glycémique élevé et alors le saccharose qui contient donc sucre à glucose plus fructose. Donc c'est les deux ensemble donnent du saccharose qui a un index glycémique très haut. Et en fait, on a par contre constaté un même aliment, selon la façon dont il est dont il est cuit, traité, va avoir des index glycémiques différents. C'est l'exemple des pâtes al dente ou pas al dente. Une fois qu'on sait que plus les amidons sont cuits fortement, plus l'index glycémique augmente. Et à l'inverse, si c'est moins cuit, donc si les pâtes sont al dente par exemple, ou si les pommes de terre ne sont pas trop cuites, des pommes de terre à la vapeur pas trop cuites, l'index glycémique va être plus bas que si elles sont trop cuites, et il va encore être plus élevé si on les smash, donc si on fait de la purée. Donc on sait que la purée va avoir un index glycémique le plus élevé, puis ensuite on a les pommes de terre vapeur trop cuites, puis on a les pommes de terre vapeur moins cuites, et puis on a les pommes de terre refroidies. Donc ça va modifier. C'est un peu pareil pour les pâtes. À part qu'on fait pas de la purée, non, idéalement, mais bon. Jusque là, voilà. Et donc du coup, l'impact que va avoir la transformation de l'aliment sur son indice glycémique, ça explique aussi le fait qu'on entend souvent que voilà, les aliments transformés sont généralement pas très bons pour la santé et vont avoir du coup souvent être plus chargés en sucre. C'est peut-être d'une part le sucre ajouté qu'on va ajouter parfois dans l'industrie alimentaire, mais aussi la façon dont ils ont été cuits et processés qui font qu'ils ont juste un indice glycémique plus élevé que si tu les avais cuits toi-même. Exactement. Donc il y a ce côté, la façon dont c'est processé. Et alors surtout, cette habitude qui était prise dans l'industrie alimentaire de rajouter du sucre partout, avec justement parfois l'appellation erronée sans sucre. Parce qu'au niveau de l'étiquetage, il est autorisé de mettre sans sucre à partir du moment où c'est pas du saccharose. Okay. Saccharose qui est le glucose plus fructose associé dans un seul. Et par contre, c'est là où c'est vicieux, c'est que vous avez un tas de produits dits sans sucre qui en fait contiennent du sirop de glucose et du sirop de fructose, qui sont l'un comme l'autre extrêmement hyperglycémiants. Mais on peut mettre sans sucre vu que c'est pas du saccharose. Donc ça c'est, ouais, voilà. Donc méfiez-vous. Quand il est marqué sans sucre, il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs options. Soit celle-ci, qui est pas agréable, soit alors, la plupart du temps, on utilise des polyols comme le sorbitol, maltitol, xylitol, etc. dans les chewing-gums sans sucre, qui sont des sucres qui effectivement ont un pouvoir hyperglycémiant plus faible, d'où le fait qu'on les, en fait, c'est pas tout à fait sans sucre, c'est un autre type de sucre qui fait qu'on les utilise, mais d'un autre côté,
ils sont extrêmement fermentants. Donc, chez des gens qui ont tendance à avoir un côlon irritable avec des ballonnements, etc., je leur déconseille vivement les chewing-gums sans sucre. Donc, voilà. C'est pas parce qu'ils mâchent, c'est à cause des types de sucre. Ça, on sait le regarder sur une étiquette. Par exemple, ils sont obligés de mettre sur sirop de glucose ou poliol. Ah oui, si on va plus loin dans l'étiquette, ça doit être marqué. Hein. C'est ça. Okay. Peut-être parfois retourner. Parce que il faut qu'il y ait maintenant, il y a l'étiquette. Alors, en fait, la tolérance alimentaire, ça veut dire qu'on ne tolère pas un aliment, hein, tout simplement. Alors, quelles sont les causes? Les causes sont multiples. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et souvent, les gens mélangent tout, et ce que je comprends, c'est très facile de tout mélanger. Et ils viennent en consultation et me disent, tiens, docteur, j'aimerais bien que vous testiez mes intolérances alimentaires. Alors, c'est effectivement plus compliqué que ça, parce que, comme tu disais justement, il y a les allergies de type 1, les allergies de type 3. Là, on peut faire des tests d'IgG. Même si dans le type 3, les IgG, il faut s'en méfier. Tout en sachant qu'il faut savoir interpréter ça correctement et pas n'importe comment, effectivement, il faut s'en méfier. Et puis, troisièmement, les pseudo-allergies, ce qui est encore une chose à identifier, qu'on peut déjà pré-identifier par les symptômes, parce qu'à partir du moment où il y a des symptômes de cet ordre-là, de type histaminique, eh bien, c'est déjà une piste. Et si on se rend compte des symptômes, soit on peut tester des choses vraiment typiquement liées aux enzymes, de dégradation de l'histamine, ou alors plutôt aller voir dans le microbiote s'il n'y a pas quelque chose à régler à ce niveau-là. Exactement. Et donc, pour revenir aux intolérances alimentaires, oui, il y a beaucoup d'intolérances. Alors, les intolérances au lactose, ça, on connaît bien, ça c'est un terme qu'on a vite bien compris, hein, à ne pas confondre avec la réactivité aux protéines de lait. Donc, vous avez des gens qui sont intolérants au lactose, et puis vous avez des gens qui sont pas intolérants au lactose, mais qui ont une réactivité immunitaire sur les protéines de lait, et qui donc vont déclencher ces fameuses allergies de type 3. Allergie de type 1, c'est rare, là-dessus, allergie de type 3, où ils vont déclencher des réactions inflammatoires au niveau ORL, la répétition. Et quand on arrête des produits laitiers, pouf, ça va beaucoup mieux. Et là, c'était pas en arrêtant le lactose, en arrêtant tous les produits laitiers, animaux, hein, donc contiennent des protéines de lait. Et là, c'est confondu par une intolérance aux produits laitiers, mais en réalité, c'est pas une intolérance, c'est plutôt une allergie de type 3. Et puis alors, vous avez des gens qui ont des intolérances à tous les aliments contenant l'histamine, on en a parlé tout à l'heure. Et puis alors, vous avez aussi des gens qui sont intolérants à des aliments fermentants, parce qu'ils ont un microbiote hyper fermentant, et donc quand ils mangent ce qu'on appelle les FODMAP, hein, donc comme précisément les choux, les poireaux, les oignons, les pois chiches, etc., ils vont déclencher une réaction où ils se sentent pas bien. Et puis, vous avez les gens qui sont intolérants au gras. Ils sont intolérants au gras parce que ils ont un système digestif qui digère pas bien le gras pour différentes raisons. Ça peut être le stress, etc. On va pas s'étendre là-dessus maintenant. Et ou parce qu'ils ont, concernant le microbiote, ils n'ont pas assez de bactéries de protection, ils ont trop de bactéries inflammatoires, donc ils ont une paroi intestinale plutôt à nu et plutôt enflammée, ou micro-enflammée. Et effectivement, lorsqu'il y a des acides biliaires, par exemple, qui arrivent là-dessus, de la bile, quand ils mangent plus gras, il y aura plus facilement de la bile qui va arriver, eh bien, ça va leur faire mal. De la même manière que si ces gens-là, les tanins du vin rouge, va leur faire mal. Les piments vont leur faire mal. Voilà. Donc, en fait, être intolérant, ça veut dire, oui, qu'on tolère pas bien quelque chose, mais pour un tas de raisons différentes. Est-ce parce que sa muqueuse n'est pas, est trop à nu, trop à vif, et elle va réagir sur certains aliments irritants? Est-ce parce qu'on tolère pas le lactose? Est-ce parce qu'on a une allergie sur les protéines de lait? Est-ce parce qu'on a un problème avec l'histamine? Est-ce qu'on a un problème avec les aliments fermentants? Ça peut être tout ça. On peut avoir l'un ou l'autre, et pas mal, et certains patients ont un peu de tout, parce qu'ils ont un microbiote tellement catastrophique qu'ils vont mélanger l'intolérance au lactose, l'intolérance à l'histamine, une activation mastocytaire, un microbiote à nu, enfin, etc. Première chose, je vais d'abord parler du gluten et puis de la candidose. Alors, pour ce qui est du gluten, donc, il est clair que il y a énormément de gens qui pensent qu'ils sont allergiques au gluten, alors qu'ils ne le sont pas vraiment.
Alors, il n'y a aucun intérêt à consommer des quantités phénoménales de gluten, de toute façon, mais de là à être extrémiste dans l'éviction du gluten, je pense que beaucoup de gens le font alors qu'ils ne devraient peut-être pas le faire. Pourquoi ça ? Parce que, bon, évidemment, il y a la maladie cœliaque. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui est vraiment une réaction allergique au gluten, qui se manifeste en général dès l'enfance, et on a une prédisposition génétique à ça, évidente pour ça. Ça, c'est une chose. Et puis alors, il y a un concept qui était créé, qui était la maladie, on appelait ça, je crois que c'était je sais plus le nom exact, le syndrome non cœliaque au gluten ou la maladie non cœliaque au gluten, qui veut pas dire grand-chose en soi. C'est un peu débile comme dénomination, mais en fait, ce sont tous les gens qui se sentaient mieux en éliminant le gluten, alors qu'ils ne sont pas allergiques au gluten. Alors ça, là, c'est un volet plus complexe. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui te regardent, évidemment, vont se dire « Ah ben oui, mais moi, j'ai arrêté le gluten et je me sens beaucoup mieux. » Alors, certainement. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ? Alors, tout en n'étant pas cœliaque, évidemment. On a éliminé ces cas de figure. Donc là, c'est évident. Alors, c'est vrai qu'il existe un petit pourcentage de personnes où on va, de fait, retrouver des marqueurs type IgG ou IgA sur le gluten qui n'ont pas le critère typique de la maladie cœliaque et chez qui il est clair que on voit bien qu'il y a une réaction immunitaire sur le gluten, même s'ils ne sont pas cœliaques. Et là, c'est évident qu'il faut éviter le gluten. Ça, c'est deuxième catégorie. Et puis alors, il y a les autres catégories où là, c'est moins évident. Et dans les autres catégories, je dirais d'abord qu'il y a les gens qui ont un microbiote qui n'est pas en bon état et qui ont de ce fait de nouveau une muqueuse surexposée aux irritants. Et parmi ces irritants, il y a la lectine du blé. Savoir que la lectine, en fait, est une substance d'ailleurs que produisent la plupart des végétaux qui poussent dans la terre, pour se protéger de différents agresseurs. Et cette lectine, si on a un mucus impeccable, la lectine, elle passe dans le tube digestif et ça dérange personne. Et à partir du moment où ça n'est pas le cas, à ce moment-là, les gens ont un problème sur le blé. Mais c'est pas une question de gluten, c'est une question de lectine. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Et puis, autre chose tout à fait fréquente, ce sont les gens qui ont une prolifération excessive de champignons dans l'intestin, ce qu'on appelle la candidose. Et dans ces cas-là, il est clair que ce qui est l'élément number one à éliminer de son alimentation, ce sont les sucres raffinés, les farines blanches, etc. Et donc, c'est clair que les gens qui suppriment le gluten, forcément, ils suppriment les farines blanches et du coup, ils se sentent beaucoup mieux. Et ils ont l'impression que c'est le gluten, alors que c'est pas le gluten. Et donc, c'est certain que, je crois que pour résumer, il y a la maladie cœliaque, où c'est évident. Il y a des cas, de fait, où on constate, on voit dans les analyses des immunoglobulines élevées, même si on n'est pas dans la maladie cœliaque, et l'expérience m'a montré que dans ces cas-là, vraiment, le gluten est problématique. Et puis alors, il y a les cas du microbiote, avec effectivement ce problème de la lectine et d'une muqueuse réactive, et puis le problème de la prolifération fongique. Donc, je pense que c'est important de pouvoir faire la part des choses.